Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. 6e Forum mondial de l'économie sociale et solidaire Dakar, hôte de l'événement. L'enjeu est mis cette année sur la transition des économies informelles vers des économies collectives et durables pour les territoires. La pluie attendue au mois de septembre, l'inquiétude se lit déjà sur les visages des habitants de la zone de captage. Ces derniers demandent aux autorités de trouver des solutions avant l'hivernage. L'ancienne route de Rufisque bientôt remise en état, elle sera élargie d'un coût de 74 milliards de francs CFA. L'AGEROUTE et le gouverneur de Dakar rassurent déjà les impactés. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Nous démarrons avec cette information. Un véhicule particulier a pris feu ce matin sur l'autoroute à péage à la sortie du péage de Thiaroye à hauteur de la forêt classée. Une information livrée par Amadou Kamar Diop, expert en réduction des risques et catastrophes. Il était l'invité de l'émission Keno Askanui. Il est interrogé par El Hadj Malick Cissé. Venant de Thiès ce matin, je suis tombé sur un feu de véhicule sur l'autoroute à péage à la sortie de Thiaroye en venant de Dakar vers Rufisque à hauteur de la forêt de Mbao. Le véhicule est un véhicule particulier où il y avait 5 personnes à bord qui sont blessées quand même, mais il y a une seule personne qui a eu des blessures plus ou moins importantes. Le reste, c'est des blessures légères. Alors, effectivement, quand il y a un feu sur l'autoroute à péage, à 90%, le véhicule va être calciné. À 90%. Pour la simple raison que, généralement, les véhicules n'ont pas des moyens d'extinction. Ça, c'est un. De deux, pour y venir, les sapeurs avec le véhicule lourd, avant d'arriver, le véhicule va être complètement calciné. Ils ne viendront que pour refroidir. C'est à coup sûr. Très bien. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les automobilistes puissent s'équiper et sécuriser leur véhicule. Et voici les solutions. Effectivement. Il y a une nouvelle technique qu'on appelle une technique révolutionnaire ou l'extincteur du futur, qui est la meilleure manière pour éteindre les incendies. Il y a eu c'est une boule Elite Fire, une boule d'extinction à déclenchement automatique. Elite Fire. Il y a des copies, mais c'est Elite Fire qui est la boule normale et qui est certifiée. Les autres, c'est des copies. Voilà, c'est des copies les autres. Alors, cette boule, vous la mettez dans le véhicule, au contact d'une flamme, elle se déclenche, l'éteint et fait un bruit de 130 décibels pour alerter. Elle l'éteint et dans les 15 minutes, protège le véhicule pour qu'un autre feu ne puisse se propager vers le véhicule ou vers l'endroit où il est. Donc, c'est la boule bleue ou rouge de cette même taille qui est destinée au véhicule. Je le disais en titre, Dakar abrite pour 6 jours le 6e Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, le Sénégal, et c'est le premier pays du continent africain à accueillir cette rencontre. Le thème retenu cette année est les transitions des économies collectives et durables pour nos territoires. C'est un compte rendu signé Amadou Barry. Face aux délégations venues au total de 37 pays du monde, le président Macky Sall s'est félicité que le Sénégal soit le premier pays du continent à accueillir ce forum en 10 ans d'existence. Le président de la République a vanté les bienfaits de la collaboration entre l'État et ses démembrements au moment où dans le pays il existe 2 associations nationales de maires. Villes, communes, collectivités territoriales et autres gouvernements locaux pour le renforcement des capacités productives des couches sociales vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes. Je suis convaincu de l'utilité de la coopération décentralisée comme moyen d'échange d'expériences sur les meilleures pratiques. Avant l'existence du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, le concept était déjà une réalité au Sénégal, indique le président Macky Sall, qui se réjouit également du choix du thème du forum qui est selon lui adapté au contexte mondial. En plaçant votre rencontre sous le thème de la transition des économies informelles
vers des économies collectives et durables pour nos territoires, vous avez voulu aborder des sujets d'actualité, dont, entre autres, je voudrais citer la co-construction d'économies collectives et durables, le dialogue politique entre gouvernements nationaux et gouvernements locaux. Par ailleurs, Macky Sall a énuméré ces différentes initiatives à travers plusieurs agences pour une économie sociale et solidaire réelle dans son pays. J'ai mis en place en 2018 la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, la DERFJ, le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC, Promoville, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, le PUMA, les bourses de sécurité familiale pour les ménages les plus vulnérables, la couverture maladie universelle et la carte d'égalité des chances, entre autres programmes. Rappelant le nombreux défis du continent, le numéro 1 sénégalais a invité les participants au forum à rester mobilisés pour contribuer à la recherche de solutions pour un monde plus juste et plus solidaire. Le chef de l'État a conclu son discours en félicitant le maire de Dakar autour du forum en lui lançant cette boutade qui a suscité l'hilarité générale. Je lui disais tout à l'heure, Barthélémy Yangi Dokhalde. Comme disait l'autre, je dirais à ton papa, Jean-Paul, qui lui est avec moi, que ton fils a bien travaillé. Hôte du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, l'EDIM, la capitale sénégalaise, s'est félicitée du choix porté sur sa ville, Barthélémy Diaz. Attend beaucoup de ce forum, je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Je suis heureux de m'exprimer devant cette éminente assemblée en ma qualité de maire de la ville de Dakar, première ville africaine à accueillir le 6e Forum mondial sur l'économie sociale et solidaire. Un grand moment de fierté qui s'accompagne d'une grande responsabilité. Dakar 2023 a la responsabilité de porter la voix du continent africain. Après Séoul, Montréal, Bilbao et Mexico, je vous souhaite la bienvenue à Dakar, au Sénégal. Dallen ak Jàmm, bienvenue, welcome home. Ce 4 mai 2023 représente un moment important pour l'Afrique, pour le Sénégal, notre pays, et pour Dakar. Cela représente un jalon historique qui marque l'aube d'une nouvelle ère économique. Si nous nous engageons fermement à travailler ensemble, ici à Dakar, nous pouvons faire la différence. Oui, c'est possible. Célébration de la journée internationale de la liberté de la presse, la coordination des associations de presse plaide pour la liberté de la presse et exige également l'application des nouveaux textes qui régissent la profession. C'est ce que nous dit Ami Diouf et Barasson. La coordination des associations de presse n'a pas oublié les confrères détenus en ce jour de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Malgré les nombreuses alertes, la CAP pense que les autorités continuent de faire la sourde oreille en violation totale des droits de leurs confrères. À l'heure où partout dans le monde, on célèbre la Journée internationale pour la liberté de la presse, un journaliste sénégalais est encore dans les liens de la détention, de son sous contrôle judiciaire. Malgré les alertes et les nombreuses condamnations des associations de la presse, de la société civile, les autorités sénégalaises donc continuent à maintenir le chroniqueur de Walfadjri en prison en violation totale de ses droits. Pour la CAP, la presse sénégalaise vit des moments difficiles. La coordination des associations de la presse réclame la libération du confrère Pape Ndiaye et l'arrêt des poursuites contre les autres journalistes. Compte tenu donc de cet environnement tendu et menaçant pour tous les journalistes, nous, coordination des associations de la presse, réclamons la liberté de notre confrère Pape Ndiaye et l'arrêt des poursuites contre Babacar Touré et Pape Alé Niang. Nous invitons donc les autorités sénégalaises à protéger l'intégrité physique des professionnels des médias. Elle plaide également pour l'application des textes et fait appel aux professionnels des médias à s'impliquer dans les travaux pour les assises des médias.
Nous exigeons l'application des nouveaux textes qui régissent notre profession, notamment la nouvelle convention collective. Nous estimons également qu'il est temps de finaliser les travaux sur l'élaboration de la loi sur l'accès à l'information. Nous lançons un appel à tous les professionnels des médias à s'impliquer activement dans les travaux qui vont bientôt démarrer concernant les assises nationales des médias. Pour finir, la coordination lance un appel à tous les professionnels des médias à se mobiliser pour continuer à lutter pour la préservation des acquis ainsi qu'à l'ensemble de leurs droits. Les politiques ont fini d'occuper les médias, selon As Mademba Ndiaye, ancien journaliste à Walf Quotidien. Il rejette la faute sur les médias. Selon lui, la presse accepte de se faire manipuler par les politiques qui ont leur propre agenda. As Mademba Ndiaye, que je vous propose d'écouter. Les politiques ont le droit d'avoir leur agenda et ont le droit d'essayer d'imposer leur agenda aux médias. C'est un droit absolu des politiques, des politiciens. Maintenant, c'est aux médias d'avoir des pratiques professionnelles leur permettant, dans les agendas et des politiques et des sportifs, de voir ce qui devrait intéresser le public, de prendre ces informations-là, de les traiter et de les donner au public. On ne peut pas reprocher aux politiques d'essayer d'occuper les médias. Maintenant, si les médias sont assez j'allais dire laxistes, pour leur donner leur espace 24 heures sur 24 et en plus à même payer, ben écoutez, que les politiques en profitent, moi ça ne me pose pas de problème. Ça me pose plus un problème par rapport aux médias que par rapport aux politiques. Si les partis politiques convoquent des conférences de presse et que vous allez à ces conférences de presse, pourquoi voulez-vous que les partis politiques ne continuent pas à faire des conférences de presse? Mais c'est à vous de prendre vos responsabilités, ce n'est pas aux partis politiques. Il ne faut pas mettre sur le dos des partis politiques de mauvaises pratiques que vous pouvez avoir en tant que presse. Non. Chacun a son agenda dans ce pays. Et chacun veut profiter des médias pour faire avancer son agenda. C'est très normal. Maintenant, c'est à chacun aussi de faire de telle sorte, quand on est journaliste, à se soucier du droit du public à une bonne information, à une information de qualité. Et si cette information de qualité n'est pas donnée par des gens qui ont d'autres agendas, pourquoi vous les suivez? Moi, si j'étais politique, je passerais mon temps à essayer de manipuler la presse, à essayer d'être présent dans la presse pour faire passer mes points de vue politiques. L'ancienne route de Rufisque sera élargie. C'est pour réduire les embouteillages dans l'axe Sinros et 7-Up. Le projet est estimé à 74 milliards de francs CFA. Piloté par l'AGEROUTE et le gouverneur de Dakar rassure déjà les impactés. L'axe Sinros 7-Up sera aménagé et élargi sur un linéaire de 9 km. Une annonce de l'AGEROUTE. Ce projet d'un coût de 74 milliards a pour but d'améliorer la fluidité de la circulation sur l'ancienne route de Rufisque, entre autres. Dr Elhaj Legueye est le coordonnateur du projet. Oui, on a prévu, il y a des impasses, donc il y a des PAP. Donc, au niveau de la libération des emprises, sur la première section, on a 75 PAP. Et sur la deuxième section, on a 37. Donc, quand on dit PAP, c'est des personnes affectées au projet, c'est-à-dire des impactés. Il y aura forcément des impenses à évaluer, des impenses à payer. Et on est en train vraiment de régler ces problèmes pour avoir un démarrage physique des travaux. Bon, pour les recommandations, nous recommandons fortement l'implication de toutes les parties prenantes pour faciliter le projet, puisque c'est un projet urbain. Ce projet aura à coup sûr un impact sur les riverains de cet axe. Le coordonnateur assure que toutes les dispositions seront prises pour payer les impenses. Nous aurons une réhabilitation de chaussée en 2 fois 2 voies. C'est un projet qui est très très important parce que ça va permettre d'améliorer la mobilité, mais d'améliorer aussi le cadre de vie des populations. Ça va permettre aussi de régler le problème de la saturation du trafic. Parce qu'au niveau de cet axe-là, de Surnos à 7-Up, il y a tout le temps des embouteillages, donc des embouteillages monstres. Donc avec la réhabilitation de ce projet, nous allons améliorer la mobilité. Le gouverneur de Dakar qui a présidé le CRD, ceci entre dans le dispositif de modernisation du système de transport pour desservir Dakar. Entrer dans Dakar ou en sortir
ne devrait plus être un parcours du combattant. Nous savons que chaque jour que Dieu fait, au quotidien, c'est des récriminations du fait d'embouteillage, d'engorgement, d'occupation indue de la voie publique par divers acteurs. C'est à travers ce genre de projet que son Excellence, Monsieur le Président de la République, va apporter la bonne réponse. La durée du projet 24 mois, l'objectif, améliorer la fluidité de la circulation, mais également réduire significativement les coûts du transport. Mme Seynabou Babou, le secrétaire général de l'Union des transporteurs routiers du Sénégal, salue l'initiative. Selon Gora Khouma, ce projet vient à son heure. Selon lui, les transporteurs empruntent cet axe. Gora Khouma est ici, au micro de Mme Seynabou Babou. Oui, ce projet vient à son heure puisque c'est une réclamation du secteur du routier pour les 2 fois 2 voies. Aujourd'hui, le gouvernement répond à notre appel de mettre à la disposition de toute la population sénégalaise sur la route à partir de Sirnos vers Seveneup 2 fois 2 voies. Une route qui... c'est un projet l'importance n'est pas mesurable. C'est très important parce qu'il y a tellement de camions qui passaient pour servir le port et les autres industries qui sont à Dakar. Je crois que M. le gouverneur va parler de son arrêté d'introduisant les heures de circulation. Du moment que cette route sera presque bloquée pour mettre les 2 fois 2 voies, il y aura une main levée de l'introduction de la circulation des gros porteurs. Puisque, en tout cas, j'ai une satisfaction totale, puisque vous, journalistes, vous savez très bien que le port, c'est le poumon de l'économie du Sénégal, et que le port, ce n'est pas les djihadistes qui vont là-bas, c'est les gros porteurs. Et ensuite, le transport des passagers de Dakar vers la banlieue passe par la route de Yarakh, on appelle Yarakh, c'est la route. Donc, si maintenant que cette route sera mise à 2 fois 2 voies, ça va soulager alors le ouf ce qui est coincé par les populations. Parce que les populations voulaient faire des mouvements, mais tout le monde ne peut pas passer par l'autoroute. La météo annonce la pluie pendant la moitié du mois de septembre. Dans la zone de captage, les habitants sont loin d'être rassurés. Ils demandent aux autorités d'identifier les problèmes au plus vite et de trouver des solutions. Ils l'ont dit dans ce reportage que nous propose Khadija Nabdiouf. Les habitants s'inquiètent déjà des pluies annoncées sur l'étendue du territoire, surtout à cause de leur lot de désagréments des années précédentes. C'est le cas à la zone de captage. Ces habitants dont le désespoir racontent leur calvaire des années précédentes. Les années précédentes, il y a eu beaucoup de désagréments et évidemment beaucoup de dégâts matériels. Avec la prévision de la météo, nous nous inquiétons vraiment. Peut-être les travaux qu'ils sont en train de faire vont diminuer les dégâts, mais il faut qu'ils nous viennent en aide. Même si des canalisations ont été réalisées dans ce quartier, ils ne sont toujours pas rassurés. Je doute vraiment que ces tuyaux installés puissent vraiment stopper les inondations. L'annonce des premières pluies inquiète déjà les populations des quartiers exposés. Pourtant, le ministre en charge des inondations, Issa Diop, effectue des visites de terrain pour prévenir les dégâts. Pèlerinage à la Mecque pour cette année. Le quota du Sénégal est chiffré à 12 860 pèlerins répartis entre la délégation et les agences privées de voyage. Ces derniers s'engagent à acheminer le plus grand nombre de pèlerins, des pèlerins que notre équipe de reportage a rencontrés. Abdourahmane Li et Moussa Dia. Ces futurs pèlerins sont prêts, enfin presque. Ces candidats au pèlerinage passent justement le test. De la rencontre avec le médecin à la direction administrative
en passant par la vaccination assurée par le service d'hygiène. Momar Anta Salim Baké en est à la première étape, mais un habitué du pèlerinage. Un habitué qui se plaint par moments d'une lenteur. Ah, c'est là, c'est là. Moi, je trouve que c'est là. Mais qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'il y a un service qui ne se fait qu'ici, c'est la vaccination. Et c'est ça qui retarde peut-être les choses. Nous sommes, nous aussi, reçus dans la salle de consultation. C'est celle du médecin-chef de la région médicale de Dakar. Chaude, mais où des patients sortent détendus après consultation. Dr Ndiaye donne des chiffres. Depuis le 11 avril, nous avons quand même déployé environ 38 médecins qui viennent ici pour la consultation, la visite médicale des futurs pèlerins. Et nous avons aussi déployé 45 agents d'hygiène avec qui nous travaillons toujours dans le cadre de la visite médicale. Et comme vous le savez, après la visite médicale, si le candidat au pèlerinage est apte, c'est en ce moment que nous procédons à la vaccination. Et nous fonctionnons avec 10 boxes de consultation le matin et 10 boxes de consultation l'après-midi. Ces médecins enregistrent plus de 500 candidats par jour, des candidats au pèlerinage répartis entre la délégation générale au pèlerinage et les agences privées de voyage. Le quota du dernier est chiffré à 11 000 pèlerins et le reste, la délégation est chargée de les acheminer au lieu saint de l'islam. Pour ce qui concerne la délégation, les 1860, nous avons clôturé. 2 raisons fondamentales. D'abord, c'est un quota très petit pour ce que représente le Sénégal. Et deuxièmement, le prix a été très bas par rapport à ce que vous entendez dans la rue. Donc nous sommes à 3 950 000, alors que les privés sont bien au-dessus. D'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler, le délégué a voulu vous le dire, que nous allons quand même regarder cette homologation de prix, pourquoi les privés sont aussi chers. Le 8 juin, avec la compagnie saoudienne affectée justement par le Royaume d'Arabie Saoudite, le premier vol prévu pour le lieu saint de l'islam pour les besoins du Hajj. Lancement des travaux d'inspection et de contrôle des établissements touristiques par le ministre du Tourisme et des Loisirs. Le Radisson de Diamniadio est le premier hôtel à recevoir les équipes de la direction de réglementation touristique. Les équipes vont ensuite faire le tour du Sénégal. Babacar Seck. L'hôtel Radisson de Diamniadio a reçu la direction de la réglementation touristique dans le cadre des travaux d'inspection et de contrôle des établissements touristiques. Le Sénégal a une réglementation qui obéit vraiment à une réglementation au niveau mondial. Donc on doit respecter. Donc un hôtel 5 étoiles à Miami, ça doit être les mêmes commodités qu'un hôtel 5 étoiles par exemple au Sénégal. Donc c'est pourquoi nous avons décidé au niveau du ministère, principalement à la direction de la réglementation touristique, de faire la ronde des hôtels. Je rappelle qu'au Sénégal, nous avons 1342 hôtels. Ça ne va pas être facile, mais nous sommes une équipe, toute une équipe, et nous avons les services régionaux de tourisme au niveau des pôles touristiques que nous félicitons et remercions de passage. Nous avons aussi à notre côté la police touristique qui fait un excellent travail. Donc ce que nous faisons, c'est permettre à ces hôteliers de savoir que le ministère est à leur côté. Parce que si la destination est performante, il y va de leur intérêt, ils vont avoir des clients. Mais nous aussi, il y va de leur intérêt parce qu'on vend l'image du Sénégal. 5 étoiles, le Radisson de Diamniadio a répondu aux attentes des inspecteurs malgré la surprise. C'est vrai quand même, on ne s'y attendait pas trop, mais vu que nous travaillons surtout sur l'excellence à chaque fois, donc nous sommes pratiquement préparés à ce type de visite, vu que comme le reflète l'esprit Yes I Can du Radisson, donc nous sommes toujours prêts à servir le client, nous sommes toujours à la disposition du client, donc ça nous permet d'être toujours opérationnels, même si la visite est inopinée comme elle est aujourd'hui. Mais nous pensons avoir satisfait au moins à l'exigence du ministère du Tourisme et restons à disposition pour toute recommandation, toute suggestion qui aiderait à améliorer également le service ou à améliorer le cadre également. La direction de la réglementation touristique invite les hôtels du pays à se conformer et informe que des missions seront envoyées dans la plupart des réceptifs hôteliers du pays pour inspection. Et puis, la deuxième journée de la 75e édition de la Commission africaine des droits et des peuples se tient à Banjul,
accordé ce matin le statut d'observateur à 8 organisations non gouvernementales basées dans plusieurs pays du continent. Ce titre participe à la promotion de l'État de droit et de la démocratie, souligne la diplomate Maya Saheli Fadel, vice-présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Il est ici au micro de nos envoyés spéciaux à Banjul, Mamadou Gueye Kassé et Sidignan. Alors, ce statut d'observateur a beaucoup d'avantages. Tout d'abord, il faut rappeler que depuis déjà un bon nombre d'années, nous avons institué le Forum des ONG. C'est-à-dire, c'est un forum qui se tient en marge ou a priori avant même la session ordinaire, qui regroupe toutes les ONG qui ont le statut d'observateur, d'autres également peuvent venir. Par contre, le statut d'observateur va permettre à ces organisations non gouvernementales, tout d'abord, de prendre la parole pendant les sessions publiques. D'ailleurs, elles ont toutes un numéro de statut d'observateur, et lorsqu'elles prennent la parole, nous avons effectivement notre échéancier qui dit effectivement telle organisation portant tel numéro a la possibilité de prendre la parole. Alors, la prise de parole, comme vous le voyez, se fait soit au moment où nous sommes dans le cadre de la situation générale des droits de l'homme, les États prennent la parole, les INDH peuvent prendre la parole, et nous accordons également la parole aux ONG et en statut d'observateur pendant 3 minutes pour dire justement dans tel pays ou dans plusieurs pays, voilà la situation des droits de l'homme, qu'il s'agisse de la femme, qu'il s'agisse des enfants, des migrants, etc. Voilà, donc ça, c'est effectivement un avantage. Deuxième avantage, c'est que vous allez voir lorsque le deuxième segment de cette matinée, c'est la présentation des rapports d'activité des commissaires. Là aussi, les ONG ayant le statut d'observateur vont pouvoir interpeller les commissaires, soit pour apporter un complément d'information, soit pour demander également des spécificités, c'est-à-dire des informations sur telle ou telle thématique. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.